Communication et piège. À vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, l'Hajja, pour nous tous. Merci pour cette invitation aussi pour mes amis de l'ADN. Et je suis ravie d'être avec vous cette fois-ci à Tanger. Comme vous avez vu, c'est un atelier. Et ce qui est intéressant dans le volet scientifique des congrès, c'est d'avoir une continuité. Et si on regarde l'autosurveillance glycémique, on peut se poser beaucoup de questions. On peut se demander ce que c'est, pourquoi, comment, quand, et aussi à qui on doit la proposer, et également comment la faire. En fait, en 2019, on avait abordé justement les premiers points pour démontrer qu'il faut absolument que beaucoup de nos malades aient une autosurveillance glycémique et puissent également l'interpréter, l'utiliser. On avait donc, j'ai pris les 4 slides de 2019, revu tout ce qui était norme ISO 2015, en fait c'est la 2013 qui était mise à jour en 2015, on avait revu les techniques, quand est-ce qu'on devait les faire, les actions, et surtout, on avait insisté sur les preuves. Et aujourd'hui, je vais vous proposer des cycles glycémiques de patients diabétiques de type 2, puisque, que ce soit chez les types 1 ou chez les types 2, on avait vu que les preuves étaient très fortes avec de l'évidence-based medicine pour peu que les patients soient traités par notamment sulfamide et insuline. On a vu aussi qu'il y avait des possibilités, des risques d'erreur. C'est pourquoi il est important de regarder quel appareil de glycémie vous allez proposer à quel patient, et on avait revu le cahier de charge. Dernière slide de la dernière fois, qui me paraît très importante. Lorsque vous allez faire un cycle glycémique, ce n'est pas que pour vous, ce n'est pas que pour le malade. Chacun d'entre nous va avoir des prérogatives. Pour le patient, lorsqu'il arrive à comprendre et à interpréter son cycle et aussi à agir, eh bien, ça lui permet d'être très autonome. Et notre but, c'est de ne pas infantiliser nos malades, au contraire, c'est de les rendre autonomes pour suivre leur glycémie. Également, de leur permettre beaucoup de flexibilité dans leur vie, de ne pas se retrouver en prison avec simplement un mode de vie toujours régulier, minuté. Et les adaptations thérapeutiques, mais également la diététique, l'activité physique sont facilitées par les glycémies capillaires. Et finalement, ce n'est qu'ensuite qu'on arrive à l'utilisation principale de base, qui est d'identifier les hypo- et les hyperglycémies. Et pour nous médecins, ça nous permet bien entendu d'avoir une plus grande visibilité, de savoir si ce malade qui a une hémoglobine glyquée à temps, eh bien, va avoir des glycémies capillaires qui sont correspondantes, concordantes avec son hémoglobine glyquée. Et ce qui est important, c'est que vous puissiez analyser les données avec vos malades. Alors, je n'ai pas les slides, c'est normal? Merci. Vous avez vu les slides d'avant? Non? Alors, on va arriver juste rapidement. Ça, c'était juste pour répéter les données de l'ADN de 2019 et pour revenir sur les 4 points clés de l'autosurveillance glycémique. Je ne reviens pas sur les preuves, etc. Et ce tableau, mais vous aurez le topo de toute façon qui va être publié et vous pourrez les revoir. L'intérêt de réaliser ces glycémies capillaires par les deux côtés. Maintenant, je vais vous poser des questions. D'abord une question simple, parce que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. J'ai 2 situations d'hémoglobine glyquée à 8, 2 situations d'hémoglobine glyquée à 7. Quelle est la meilleure situation selon vous? Alors, comme les numéros ne sont pas apparus, vous allez me dire en haut à gauche, en haut à droite, ou en bas à gauche, en bas à droite. Alors, qui préfère? On va partir dans les 7%. Vous préférez l'une des 7%? Vous levez le doigt. Et celle de droite, d'accord. Alors, pourquoi vous n'aimez pas celle de gauche, de 7%? Et les fluctuations glycémiques, ok. Donc là, le risque, c'est d'avoir, in fine, une moyenne des glycémies des 3 mois qui soit tout à fait correcte, et pourtant, le patient fait des hypos. C'est une grande erreur que beaucoup de médecins font. Ils regardent l'hémoglobine glyquée et ils ne regardent pas le malade. Et le propre de notre travail, quand on fait de la diabétologie et de l'éducation thérapeutique, c'est pour ça que l'intitulé de l'ADN est important, eh bien, c'est de poser des bonnes questions, mais aussi de donner les bonnes démarches aux patients, et bien entendu que là, le patient n'est pas du tout contrôlé. Ensuite, à 8%, vous allez me dire, vous préférez celle-ci. Ok,
Donc, dans l'idéal, on est d'accord pour dire que l'hémoglobine glyquée à 7, sans hypo, sans trop de fluctuations glycémiques, c'est vraiment impeccable, mais qu'en second lieu, vous préférez celle-ci? En second lieu, vous préférez celle-ci ou celle qui fait beaucoup d'hypo, d'hyper à 7? Il faut expliquer ça aux malades. Il faut expliquer ça aux malades, notamment les sujets âgés. Et si vous avez des sujets âgés avec des traitements qui donnent des hypoglycémies, s'il vous plaît, expliquez-leur que vous ne cherchez pas 6, que vous ne cherchez même pas 7 parfois, qu'il vaut mieux 8, sans hypo, sans hyper, ou quelques hypos et quelques hyper sans hypo, plutôt que de rester avec un risque d'hypoglycémie. Et c'est là qu'on va travailler sur à qui on va prescrire l'autosurveillance glycémique et on va faire de la pratique. Alors déjà, à qui vous allez prescrire de l'autosurveillance glycémique? Comme on est pressé par le temps et que mes présidents sont très vigilants, je vais vous demander juste de lever la voix, comme ça je ne passe pas les micros. Dites-moi. Patients sous sulfamide, patients sous insuline. Donc insulinotraité, on est d'accord. Ensuite, par les sulfamides, d'accord? Alors les insulinotraités, on a les insulinotraités pour toujours, mais on a aussi ceux qui vont avoir une insulinothérapie à court et moyen terme. Qui sont-ils? Femmes enceintes, chirurgie, corticothérapie, infection très aiguë qui va nécessiter une hospitalisation. Ils sortent, ils ne sont pas encore complètement stables, donc ils ont encore de l'insuline, s'il vous plaît. Peut-être que l'an prochain, je peux vous donner une idée de topo, le sevrage en insuline. C'est un beau topo, ça. C'est le sevrage en insuline. Toutes les semaines dans mon service, on hospitalise des patients, des patientes qui ont eu un jour de l'insuline et qui n'en avaient plus besoin. Ils ont eu une bonne indication, ils ont été traités correctement. L'erreur qu'a fait le médecin, c'est de reconduire le traitement sans réfléchir. C'est des patients qui prennent du poids. C'est des patients qui font des hypoglycémies, ils continuent à prendre du poids. Et ce sont des patients qui ne sont pas insulino-nécessitants. Et je vais vous donner le dernier exemple. Il y a 2 semaines, parce qu'elle est sortie, on a une patiente de 95 kg qui était sous 140 ou 150 unités d'insuline jour, avec une hémoglobine glyquée à 12%. Elle est ressortie au bout d'une semaine avec combien d'unités d'insuline? 0. Avec des glycémies entre 2 grammes et 2,5 grammes. On n'a pas le temps en une semaine de réagir. Mais le jour où on a arrêté son traitement, on a dit on arrête tout, elle était toujours à 3 grammes, 3,5 grammes. À l'entrée, on a arrêté l'insuline, on n'a rien mis en place, juste la metformine, ce n'était pas encore le début. Le lendemain, elle avait les mêmes glycémies. Donc ce sont des insulino-résistants et ça peut être une idée de topo pour l'année prochaine. Ensuite, vous m'avez dit les insulinosécréteurs, glinide, sulfamide, du moment qu'ils soient dans votre ordonnance. Et puis, lorsqu'on vous dit, moi je fais des hypos, ah, je ne me sens pas bien. Combien de personnes vous disent, je ne me sens pas bien, je commence à trembler, et vous vous dites, tiens, c'est bizarre, il n'y a rien dans le bilan, il n'y a pas d'insuffisance hépatique, il n'y a pas d'insuffisance rénale, il n'y a pas de raison qu'ils fassent des hypos. Et peut-être que là, vous allez les proposer. Et également, lorsque vous n'arrivez pas, comme on a dit tout à l'heure, à obtenir l'objectif lorsqu'on a une maladie intercurrente. Je ne reviens pas sur les 7 points glycémiques, vous les connaissez tous. Maintenant, on n'a pas toujours besoin de 7 points glycémiques pour contrôler le diabète de nos malades. C'est peut-être le message principal aujourd'hui. Oui, l'autosurveillance glycémique est essentielle, mais non, 7 points, ce n'est pas pour tout le monde. Avant manger, après manger, 3 repas et au coucher, c'est bien. On va voir tout de suite celle du sulfamide, à quel moment on la propose, c'est bien. Mais pour que je fasse une glycémie, il faut que je puisse avoir une utilité à faire cette glycémie. Donc avant de démarrer mes cycles, je vais vous demander quels sont les traitements qui vont agir sur la postprandiale, quels sont les traitements qui vont agir sur la préprandiale, et quels sont ceux qui vont agir sur les deux. Alors, activité physique, les deux. Restriction calorique globale, les deux. Lorsqu'on réduit un seul repas, chez nous classiquement c'est il mangeait khbza, un pain, et il commence à manger même pas un quart. Postprandial. Metformine, à jeun. Sulfamide, c'est à jeun et postprandial, les sulfamides de la journée, pas de la nuit, mais ça reste à jeun et postprandial. Les glinides, postprandial. Les incrétines,
injectable et orale. C'est post, mais aussi pré. Attention. Les glyphlosines, j'ai mal écrit, glyphlosine, c'est pré et post, hein, c'est un effet immédiat avec une glucotoxicité. Et ensuite, pour les insulines, je ne reviens pas, c'est plutôt facile de savoir quels sont les intérêts des glycémies postprandiales et préprandiales avec les rapides et les lentes. Du coup, on sait qu'on a des indications. On sait qu'on a les indications qu'on vient de définir et on va avoir un rythme d'ostosurveillance qui est différent en fonction des traitements. Et c'est là où je voudrais en venir. On a la chance au Maroc d'être un pays qui rembourse l'autosurveillance glycémique de tous les malades, quel que soit leur traitement, du moment qu'ils soient diabétiques. C'est très important ce que je vous dis. Il suffit qu'on aille dans un autre pays, beaucoup plus riche que nous, par exemple l'Angleterre, par exemple la Belgique et même la France, pour savoir qu'ils ne remboursent pas toutes les autosurveillances glycémiques. On a donc des indications particulières. Et ce qui est, je vais dire, drôle parfois, c'est qu'on prescrit des carnets d'autosurveillance qui ressemblent un petit peu à ça, hein, en fonction, et que nous, ce qu'on reçoit, c'est ça. Alors ça, j'adore. Quand je reçois ça, souvent, c'est des enseignants, des ingénieurs, ils ont tout rempli, la glycémie est magnifique, tout est correct. Et puis, la vraie vie des autres personnes qui sont des patients lambda, eh bien, ils font de leur mieux, mais ils ne remplissent pas tout. Donc, si j'ai parfois ça, c'est plutôt facile, parce que c'est ce que je demandais, mais j'ai souvent cette situation et pourtant, je dois m'adapter. Je dois m'adapter. Maintenant, on a une autre catégorie de malades, je les aime beaucoup ceux-là. Ils font leur glycémie. Et qu'est-ce qu'ils font après? Rien, ils ne marquent rien. Alors, ceux qui marquent une valeur différente, c'est vrai, il y en a, mais après, là, il faut l'emmener chez les psychiatres, ou peut-être discuter avec eux un petit peu plus. Mais ceux qui font leur glycémie, le papier là-bas, il n'y a pas, eh bien, c'est tout l'intérêt des glucomètres connectés. Et je vous encourage à aller poser beaucoup de questions à nos collègues pendant les pauses pour que vous puissiez voir ça. Nous, on a beaucoup cette facilité chez les malades qui nous disent, bon, ben, ok, je le fais, mais je fais mes glycémies tout le temps et je m'adapte tout le temps. Mais je dis, mais comment je le sais, moi, monsieur ? Alors, s'il m'amène l'appareil de glycémie, ce n'est pas la même chose non plus, parce que des fois, la date n'est pas là, des fois, l'heure a changé, puis nous, l'heure change. Donc, on a toujours cette difficulté-là. Il faut qu'on arrive à aider nos malades. Et les glucomètres connectés, demain, vous aurez un très beau topo, justement, sur la télémédecine. Je vous encourage à venir à assister avec le docteur Sonnet, parce qu'aujourd'hui, la médecine est en train de changer et nous, on doit s'adapter. Alors, premier malade, metformine, 6,8. Tout le monde est content? Tranquille. OK. Pourquoi je vais faire des glycémies? Alors, il y a quand même des situations où je vais quand même faire des glycémies. Dans quelle situation? Sensation d'hypoglycémie. Sensation d'hypoglycémie. Ou bien, j'ai entendu, on voit que ceux qui ont fait le DU, des glycémies pédagogiques. Vous savez, c'est quoi la glycémie pédagogique? C'est, moi, je prends du couscous, mais ça ne me fait rien à ma glycémie. Donc, je mange la semoule que je veux et j'ai toujours des glycémies impeccables. Je crois les malades. Parfois, pour pouvoir leur démontrer qu'il y a une différence, vous faites la pré- et la postprandiale à ce moment-là de vos malades. Pour ce repas particulier, vous faites la même chose dans un autre repas, d'un autre jour, le même repas dans un autre jour, et souvent, il y a quelques petites différences, et il ne va pas vous dire, le couscous chez moi j'en ai beaucoup, ils me disent, NSXO avec le ben, ça ne me fait rien. Bon, c'est possible, mais c'est vrai qu'au niveau pédagogique, ça peut être intéressant. Et j'ai mis 3 petits points, parce qu'à la demande du patient, c'est ce patient-là qui vient, qui était à 15% d'hémoglobine glyquée, vous lui mettez peut-être de la metformine, peut-être metformine et même un autre traitement. S'il ne donne pas d'hypoglycémie, lui revient vous voir au bout d'un mois et il vous dit, docteur, pourquoi ils vibrent? Pourquoi ils font des sensations d'hypo, ces patients? Puisqu'ils étaient mal contrôlés pendant longtemps, l'organisme, il s'adapte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va mieux en termes de glycémie élevée. Dès lors qu'on descend, même si on est à 1,5 g,
il ne se sent pas bien parce que lui, d'habitude, est toujours à 3. De fait de passer de 3, ce n'est pas la metformine seule, c'est surtout la diététique qui va faire baisser beaucoup la glycémie d'un coup. Eh bien, il va avoir une sécrétion des hormones adrénergiques et on va avoir tout ce qui est tremblement, sueur, douleur et faim impérieuse. Ça, c'est très important et on peut faire des glycémies pédagogiques. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour ce malade qui me disait, moi, je ne fais pas d'hypoglycémie, mais vous dites que vous êtes heureuse à 6,8 et moi, je suis le plus malheureux du monde. Parce que quand je regarde mes glycémies, elles sont toujours élevées. Ma réponse, c'était, mais bon Dieu, pourquoi vous avez fait des glycémies? Qui vous l'a demandé? Est-ce que moi, je vous ai demandé des glycémies? Non, docteur, parce que je ne demande pas de glycémie, moi. On vient de dire soit sensation d'hypo, soit des patients qui ne croyaient pas du tout en la diététique. Pourquoi il se ramène avec ces glycémies-là? Et pourquoi surtout il a des glycémies à 1,28 parce qu'à 7%, on n'est pas censé avoir des glycémies à 1,28, on est censé avoir des glycémies à moins de 1. Alors il se réveille des glycémies comme ça et ça le stresse. Ça vous stresse, vous? Non. Pourquoi ça ne vous stresse pas? D'accord, alors oui, mais moi je suis ton ingénieur préféré qui vient chez toi en consultation, qui veut tout comprendre. Et il te dit, toi tu m'as dit moins de 7, j'ai fait la diète, j'ai pris le traitement. Et pourquoi ma glycémie est au-dessus des objectifs, mon docteur? Bien sûr, c'est juste le phénomène de l'aube. Une fois que vous le dites à vos malades, ça les rassure. Et ces malades-là, j'en ai eu un mardi, et je rigolais, je lui disais, alors il n'y a plus de glycémie le matin? Il m'a dit, j'ai plus envie de stresser. Je sais qu'elle va être élevée, j'ai compris le phénomène de l'aube. Donc, très important de garder à l'esprit que ce phénomène de l'aube est là et de voir ensemble que le vrai phénomène de l'aube, c'est tous ces malades qui vont avoir une glycémie qui va baisser un peu pendant la nuit, mais pas faire d'hypo, et qui, dès le petit matin, vont augmenter leur glycémie. Ça, c'est le vrai phénomène de l'aube. À la différence des hypos nocturnes, le malade, il serait peut-être sous sulfamide, on aurait sous basal ou sous une autre insuline prémixée le soir, et il ferait une hypoglycémie. À ce moment-là, qu'est-ce que je trouverai le matin? Beaucoup plus élevé. L'effet Somogyi, l'effet de rebond avec le glucagon va faire que je vais avoir plutôt des glycémies qui vont baisser pendant la nuit, mais lui, il s'en est pas rendu compte, et ça augmente beaucoup plus pendant la journée, et le matin, souvent, les glycémies sont beaucoup plus élevées. Alors, oui, le dîner tardif aussi peut être là, effectivement. C'est surtout lorsque le patient ne va pas va dormir à une glycémie élevée et il va se réveiller à une glycémie élevée. Mais dans ces cas-là, tu n'aurais pas 7%. Tu vas avoir un peu plus que 7% parce que tu vas avoir une longue durée d'hyperglycémie dans la journée. Mais ceux-là qui ont le phénomène de l'aube, tout est impeccable toute la journée et c'est juste au petit matin qu'on va avoir une augmentation de la glycémie. Ça rassure beaucoup les ingénieurs et les non-ingénieurs, je blague. Ce n'est pas que cela, ça rassure beaucoup les malades et je vous conseillerais vivement d'éviter de demander les glycémies à jeun. Dans ces cas-là, quand vous avez un malade sous metformine, puisqu'on a plus de la moitié de nos diabétiques qui ont un phénomène de l'aube ou de l'aube prolongée, à quoi cela va-t-il servir de demander hémoglobine glyquée, glycémie à jeun tous les 3 mois? Habituellement, je leur demande le ionogramme une fois par an et la glycémie à jeun est dedans. Mais le reste du temps, l'hémoglobine glyquée suffit. Et ça permet justement soit de ne pas penser à ce phénomène de l'aube, que ce soit pour lui ou que ce soit pour vous, et également de rassurer les malades, ce qui est vraiment intéressant. Alors la question, c'est est-ce qu'on a une discordance entre la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée? Oui, tu as raison, cette corrélation existe. Des moyennes des glycémies de la journée par rapport à l'hémoglobine glyquée, mais les moyennes de glycémie qui ont été faites dans l'étude, il y a maintenant plus de 20 ans, elles ont aussi inclus les phénomènes de l'aube. Donc ce qui est important, c'est simplement de faire des glycémies qui vont vous être utiles. Là, ici, c'est inutile, parce que qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu traites le phénomène de l'aube? Tu ne le traites pas par des médicaments. Il n'y a que la metformine qui va agir finalement sur la néoglucogénèse pendant la nuit, mais ils sont déjà sous metformine.
Le traitement du phénomène de l'aube, c'est un traitement activité physique, notamment l'après-midi, mais également le dîner tôt. Alors, on a le Maghagba, on a le Tanja en plus. On a le Tanja, on est dans le nord. Ils ont les merindas. Et les merindas, c'est à 17h ou 18h. Après, ils ont encore faim, eux, après. Ils ne mangent pas de légumes, le merinda. Ils mangent tard le dîner. Donc, clairement qu'ici, à Tanger, le phénomène de l'aube, il doit exploser toutes les potentialités. Justement, s'il vous plaît, moi, je suis en guerre contre le merinda, ou rendez-moi merinda par des crudités. Je lis merinda crudité, je suis avec vous. Sinon, c'est vrai que ça peut poser question. Alors maintenant, on a dit metformine, pas besoin d'autosurveillance, sauf pédagogique, sauf le malade qui est en panique générale parce qu'il ressent les signes d'hypo. Maintenant, sous metformine et sulfamide, c'est une des indications que vous m'avez sorties tout à l'heure. Quelle glycémie vous voulez? À jeun et fin de journée. À jeun et fin de journée. OK. Donc, pas besoin de faire 7, on est d'accord. Alors, je vous ai pris la photo, elle existe en fait, et comme je trouvais ça bien, parce que j'ai juste photographié le cycle d'un patient. Tout le monde lit l'arabe ici, donc le matin, c'est à l'envers. Ind al-nawm, ind al-isha, et qabla al-futur. D'accord? Donc, je lui ai demandé simplement le matin et 18h, il me sort ça. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Je dois m'adapter. Je ne vais pas lui dire rentre chez toi et va me refaire glycémie à jeun, glycémie fin de journée. Tout le monde est d'accord? Alors qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Il est sous dose maximale de glyclaside, metformine 2 grammes. Comment je vais interpréter? Alors déjà le matin, on est d'accord, la glycémie à jeun, elle est élevée. Donc, qui m'a dit tout à l'heure? On a dit les sulfamides agissent sur les pré- et les postprandiales. Tout le monde est d'accord. Mais c'est peut-être pas sur la glycémie à jeun, c'est la postprandiale du matin, glycémie avant déjeuner, après déjeuner, et le reste de la journée, pas la nuit. Celle du matin, il agit peut-être pas, mais la metformine agit dessus. Ok, donc elle est quand même élevée. Qu'est-ce qui se passe le reste de la journée? Eh ouais. En fait, ce qui est important, parce que si tu commences à 0,813, ce qui est ton objectif, tu vas faire une hypoglycémie peut-être. Mais si tu commences à 1,60 ou à 1,40, et que, ici, comment il est le sulfamide? Il est surdosé. Et que tu es surdosé, mais tu ne feras pas d'hypoglycémie forcément. Tu feras une hypoglycémie le jour où tu vas faire une petite marche, parce qu'il va y avoir autre chose de surajouté qui va entraîner une baisse de la glycémie. Donc, ce qui est important, je reviens à la glycémie de sécurité, ce qui est important ici, c'est de comprendre, parce que on a le samedi et le dimanche, vous voyez, ça baisse un peu, et là, ça baisse un peu plus quand même le lundi. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé au malade? Qu'est-ce que vous faites à ce malade? Soit il a sauté un repas, soit il a fait l'activité physique. D'accord. Alors oui, il a fait l'activité physique le lundi. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de mon traitement? Alors on est d'accord, il faut diminuer le glyclaside à un comprimé. Maintenant, je diminue le glyclaside, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, les glycémies vont augmenter. Donc, le 7%, il ne va pas rester 7%. Il est très probable qu'on ait besoin de mettre un autre médicament en parallèle, et ce patient-là est peut-être trop bon répondeur au sulfamide. C'était peut-être pas son moment. C'est les seules situations où soit vous faites un switch. Alors pour ceux qui me connaissent, j'aime pas les switches. Je fais pas les switch marketing, mais j'ai des switches scientifiques. Il y a des moments où tu as besoin, un patient n'est pas répondeur à un traitement et il est plutôt répondeur à un autre. Donc ce patient-là, si je peux switcher vers un IDPP4, oui, parce que si on est en prévention, on parle de prévention primaire, je ne vais pas rentrer sur le reste, eh bien à ce moment-là, je vais switcher avec un IDPP4 et je vais regarder et peut-être remettre le glyclaside derrière. Comme je peux garder le glyclaside, revoir le malade après 10 jours, un seul comprimé, et en fonction, lui dire, est-ce que vraiment ça a baissé beaucoup, ça continue à être très bas, ou est-ce que je fais le switch? Quand vous faites ça, s'il vous plaît, ne dites pas au malade « هاد الدواء قبيح ما جاكش » ou « هاد الدواء كيطيح لك السكر ». Faites attention à ce que vous dites, parce que même si vous switchez
quelques années plus tard, quand la glycémie va s'élever, parce que c'est l'évolution naturelle du diabète, vous allez avoir besoin de quoi? Peut-être d'un sulfamide. Si lui, vous avez ancré dans sa tête que ce traitement était mauvais pour lui parce qu'il risquait l'hypoglycémie, eh bien, vous allez avoir des soucis. Donc oui, pour diminuer le glyclaside. Alors ici, il y a peut-être des gens qui sont comme moi dans les centres de santé ou dans les hôpitaux. Les gens n'ont pas les moyens d'acheter l'IDPP4. Ils seront bientôt génériqués, Inch'Allah. Mais en attendant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui va changer dans ma prise en charge? Si je ne peux pas, je vais garder un comprimé de glyclaside. Qu'est-ce que vous allez dire au malade? Il va marcher, faire tout ce qu'il peut, mais qu'est-ce que vous allez dire au malade par rapport à sa prochaine consultation? L'objectif a changé. L'objectif a changé. Je serai plutôt satisfaite d'une hémoglobine glyquée même un peu plus élevée que 7%, sans risque d'hypoglycémie avec un comprimé de glyclaside 60, que de mettre 2 comprimés de glyclaside 60 et que un jour, pour X raisons, je me retrouve avec cette problématique. Vous êtes d'accord? Donc ça, c'est très important et c'est les messages qu'il faut donner. On pourrait faire ça aussi en atelier, je réfléchis à voix haute, pour tous les messages qu'on peut donner en consultation pour les malades par rapport à des situations vécues dans notre société qui ne sont peut-être pas vécues par d'autres collègues. D'autres questions pour sulfamide et metformine? Oui. Alors, la question, je la répète parce qu'il n'y avait pas le micro. Est-ce que maintenant, ce qu'on a proposé, en fait, c'est maintenant qu'on a des traitements nouveaux qui ne donnent pas d'hypoglycémie, est-ce qu'on n'est pas en droit de mettre finalement que ces traitements-là parce qu'il n'y a pas de risque d'hypoglycémie? C'est ça la question. Alors, d'abord, on n'en a pas les moyens. Ensuite, même dans les pays qui en ont les moyens, s'ils ne les utilisent pas en seconde intention, ils les utilisent en troisième intention. Donc, comme ils sont peut-être utilisés en troisième intention, la question ne se pose pas. Maintenant, on fait très bien aussi avec les sulfamides. Qui vous a dit que les sulfamides étaient des mauvais traitements? Ici, il n'y a pas une personne dans la salle, je sais que vous faites tous de la diabétologie, je vous connais bien, qui passe une journée de consultation sans avoir vu au moins, on va dire, un patient sur 3 sous sulfamide. D'accord? La vigilance, elle est ailleurs. La vigilance, elle est sur le risque d'hypoglycémie et l'objectif d'hémoglobine glyquée. On a eu un patient qui est venu nous voir mardi tout content de son hémoglobine glyquée. Il était à 6%, il était sous glimépiride 4. Je dis, écoutez, monsieur, glimépiride 4, très bon traitement, mais 6%, trop bas pour vous. Vous ne faites pas d'hypo? Il me dit, j'en ai fait que 2. Je dis, moi, que 2, c'est déjà trop. Donc, très important de revenir là-dessus et de rediscuter avec eux. Maintenant, quand tu as un malade très compliqué au niveau cardiovasculaire ou rénal ou qui a de multiples facteurs de risque, à ce moment-là, eh bien, oui, les nouveaux traitements sont plutôt adaptés pour eux, notamment la maladie rénale chronique et la prévention secondaire cardiovasculaire. Et tu peux, si je viens te voir en consultation, s'il te plaît, ne me mets pas de sulfamide ou de glinide. Moi, même si je suis en prévention primaire, parce que j'ai un risque d'hypoglycémie important. C'est bon? Alors, justement, voilà encore un autre patient réel. Il est sous glyphosine et metformine, donc le risque d'hypoglycémie, il est... il n'y a pas d'hypoglycémie. Alors, il n'y a pas d'hypoglycémie, c'est un patient qui a une insuffisance cardiaque, qui m'a été adressé par un cardiologue et qui est revenu avec un cycle. Alors, quelles sont les raisons qui vont faire que je vais faire des glycémies capillaires à ce patient à 7,4? D'accord? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Qu'est-ce que tu vas changer? Alors, l'objectif, on va dire, l'objectif, il est entre 7 et 7,5, parce que j'ai oublié de vous dire son objectif. Donc, il est à l'objectif. Pardon? Pour éviter les DACE glycémiques? Oui, la seule raison valable, donc vous allez l'éduquer effectivement, c'est les glycémies pédagogiques de la glyphosine, on est d'accord? On avait à la demande du patient, on a aussi à la demande du cardiologue. Je suis sûre que vous êtes déjà tombé dans ces situations où vous avez contrôlé un malade avec ces nouvelles thérapies
où l'hémoglobine glyquée est arrivée à 6,5 peut-être, et où là, le cardio, quand on baisse en dessous de 7% chez des malades à risque, ils commencent eux-mêmes à faire décharger leur adrénaline, eux-mêmes. Donc, il faut vraiment rediscuter avec vos correspondants pour les rassurer par rapport à ces nouveaux traitements qui, comme a dit Madame tout à l'heure, ne donnent pas d'hypoglycémie. Alors, ce patient-là en particulier avait déjà eu avec un autre traitement un antécédent d'hypoglycémie sévère, ce qui fait qu'il est toujours en panique par rapport à ses glycémies. Et il m'amène à la demande du cardio. Ce cardio avait des cycles imprimés chez lui, j'ai trouvé ça génial. Il y a des cycles glycémiques imprimés chez lui, alors avec 3 points. Donc le patient m'a ramené 3 points. Qu'est-ce que vous en pensez? On a dit des cycles de vraie vie. Quels sont les... Ouais, le cardio, machinti. Déjà, il est sous glyphlosine, donc toi, peut-être que tu n'aurais rien demandé. Toi, tu n'aurais rien demandé, on est d'accord. On aurait demandé qu'en cas d'urgence, glycémie pédagogique. Et voilà. Alors, la glycémie à jeun, elle est normale. Elle est normale. On cherche... Ah ouais, avant déjeuner, ça augmente. Avant dîner, ça diminue. Donc, la question que vous vous posez, c'est quoi? Ou composition du petit déjeuner, ou... Je vais vous... Ben oui. Ce patient-là, c'est un patient qui vient du sud-sud-sud. Et il avait 2 petits-déj. Alors, je vais vous dire sincèrement, c'est un patient pour qui on a eu un peu de mal. Pourquoi? Parce que ce patient-là, quand je lui ai demandé ce qu'il prenait au petit déjeuner, il m'a même envoyé la photo de son petit déjeuner, qui était tout à fait correcte. La photo de son déjeuner, qui était tout à fait correcte, et celle de son dîner également. Donc, je me suis dit, c'est quand même étrange. Si ça monte comme ça, j'ai rien à part de l'insuline rapide que je puisse lui proposer à un repas pour pouvoir gérer cette glycémie. Donc, c'était un patient qui m'a été adressé par un cardiologue, en fait, au service. Et quand il a vu ça, il a dit, OK, il n'y a pas d'hypo, mais il y a des hyper, il faut me régler tout ça, même si l'hémoglobine glyquée est à 7,4. Donc, ma résidente en 2e année est venue, elle m'a fait ce que j'ai demandé, les photos, il est revenu, etc. Pour que je ramène le malade, je dis, écoutez, monsieur, le Hajj, je vous crois, vous avez fait les photos, je vous félicite, mais qu'est-ce qui se passe le matin chez vous? Il dit, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites le matin? Il me dit, je prends mon petit déjeuner. Je lui dis, mais entre le petit déjeuner et le déjeuner, est-ce que vous prenez une collation? La grande erreur. J'ai une collation. Il m'a dit, je n'ai une collation. Il me dit, là, mais oui, le ftor très tôt, et c'est ça que je voyais dans ma photo, et c'est ça qui était avant mon petit déjeuner. Très tôt le matin, à 6h du matin ou 7h du matin, il a gardé son habitude, mais il en prenait un autre à 9h. Ce qui fait que moi, avant le déjeuner, ben, ça s'est levé. Alors ça, c'est une situation qui est exceptionnelle. Vous ne verrez pas quelqu'un qui a une diététique normale, enfin correcte, qui va avoir un cycle comme ça, parce que la seule, entre guillemets, solution, c'est soit de lui proposer une glinide en plus le matin, mais à quel matin, comment on va faire, soit de lui proposer de la rapide. Je ne voyais pas ce que j'allais faire à ce malade-là. Et du coup, on a convaincu que le deuxième phtor disparaisse du circuit, et on s'est retrouvé avec des glycémies tout à fait correctes. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je suis heureuse que la médecine de famille puisse prendre en charge les diabétiques, et je le dis haut et fort, parce que vous avez ce temps et cette proximité avec le malade qui fait qu'il vous dit beaucoup de choses. Quand on connaît bien le malade, il nous fait confiance, il va nous dire des choses sans même qu'on lui pose des questions. Quand on lui pose des questions fermées, c'est-à-dire oui, non, est-ce que tu as mangé, eh bien on peut se retrouver dans cette situation où on a complètement zappé un second repas, et c'était la question qu'il fallait se poser. Je vous félicite. Alors, les personnes âgées, c'est assez particulier.
Alors, les personnes âgées, souvent, ont des petits appétits et donc ils vont faire plusieurs repas. Et c'est pourquoi les personnes âgées ont souvent simplement une insuline basale dans leur traitement. Ils ont souvent des contre-indications aux ADO, notamment à la metformine. Et attention, s'il vous plaît, pour ceux qui ont assisté aux agonistes du récepteur au GLP-1 et au SGLT2 inhibiteur, excellent traitement, mais il faut faire attention à la tolérance chez le sujet âgé. Oui, bien sûr. Merci pour votre question. Normalement, la glyphlosine, vous pouvez la donner à n'importe quel moment, mais idéalement le matin, notamment si le patient commence à uriner, c'est mieux dans la journée qu'on puisse faire que pendant la nuit. Mais il faut savoir qu'au bout d'un mois, il y a une adaptation du corps et les gens ne vont plus uriner beaucoup. Donc, classiquement, on la donne le matin, vous avez raison, monsieur. Ce patient-là, on lui a aussi posé la question, il la prenait toujours le matin. Donc, si un jour il le prend le matin, un jour il le prend le midi, même si ça a un effet quand même global de glucotoxicité qui est très intéressant, de baisse de glucotoxicité, je peux peut-être qu'imaginer qu'un jour il soit un peu moins contrôlé le matin, mais peut-être pas autant. Passer de 1 gramme à presque 3 grammes, alors que d'habitude on augmente de moins d'1 gramme, c'est quand même beaucoup, mais c'est une bonne intervention. Merci beaucoup. Alors, les patients classiques qui sont sous insuline, quelle glycémie voulez-vous faire à ce patient-là? Metformine, DPP4 inhibiteur, insuline glargine. À jeun et au coucher parfois. Au coucher parfois. D'accord. Si je transforme l'IDPP4 en glinide, les glinides, donc j'ai 3 comprimés de répaglinide par jour. Que voulez-vous faire comme glycémie? Alors, idéalement, donc on a toujours la glycémie à jeun parce que vous voulez pour titrer votre insuline. Et vous avez aussi celle du coucher. On demande celle du coucher surtout lorsqu'on va se rapprocher de notre objectif. Ce n'est pas la peine de demander le coucher si vous démarrez à 3 grammes le matin, on est encore très loin. Mais il faut aussi savoir demander la glycémie du coucher de temps en temps, parce que parfois, ce n'est pas la néoglucogénèse hépatique qui est en cause dans le déséquilibre, ce n'est pas la glycémie qui augmente pendant la nuit beaucoup, c'est au contraire une glycémie postprandiale du dîner qui nous fait coucher très élevé, comme tout à l'heure tu as dit. Auquel cas, nous, si on cherche juste à baisser la glycémie du matin, on va risquer un jour de faire une hypoglycémie au malade parce qu'on l'aura surdosé en insuline basale parce qu'on a négligé la postprandiale du dîner. Donc, réfléchissons. Là, on a plus de glycémie, c'est un patient super sympa qui m'a fait les pré, les post quasiment, et puis même celle du coucher. Alors, réfléchissons, on va aller doucement. Qu'est-ce qui se passe là? La glycémie à jeun est élevée. OK. J'ai fait quand même un grand rond. J'ai le delta. Donc, il est tout à fait correct. Donc, ça veut dire quoi ici? Attendez. Alors, la glinide, elle est responsable de l'augmentation de la glycémie postprandiale. Donc, je vais vérifier le delta glycémique, postprandial moins préprandial, qui est ici à moins de 0,5, 0,6. Donc, ma glinide, elle a fait son travail le matin. Et le matin toujours, la glycémie n'est pas à l'objectif. Donc, si ma glycémie n'est pas à l'objectif, eh bien, je vais me poser des questions. Quelle est la question que je vais me poser? Est-ce que ma glargine est sous-dosée ou bien est-ce que mon repas du soir n'est pas suffisamment contrôlé? C'est 2 possibilités. On va y aller tout de suite. Je vous ai remis ici la même chose. On se rend compte que la glinide, là, elle est bien titrée. Là aussi, bien titrée. Donc, la glinide ne semble pas être responsable. Et en plus, on a des glycémies postprandiales qui sont tout à fait à l'objectif. Maintenant, si je regarde ma basale, à quoi me sert ma glycémie du coucher dans ces cas-là? Parce qu'on est à 7,7, on n'est pas loin de l'objectif.
Oui, pour la glargine. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de ma glargine? Oui, je dois augmenter ma glargine, bien sûr, je dois augmenter ma glargine. Je suis sûre que dans la salle, et j'ai entendu aussi des réponses qui n'étaient pas tout à fait adaptées, il y a des situations où on va se dire, OK, la postprandiale est à 2 grammes, ma glinide n'est pas suffisante, je vais augmenter ma glinide. Ici, ce qu'il faut faire, c'est d'augmenter de 2 unités, peut-être après un peu plus, mon insuline basale, et je n'ai le droit de faire ça que parce que ma glycémie va augmenter pendant la nuit. Si ma glycémie n'augmentait pas pendant la nuit, eh bien, il fallait que je trouve une autre alternative. Très bien. Alors, oui, alors, j'ai pas dit, je suis d'accord, mais on va présupposer qu'on a les malades super bons compliants, parce que s'il ne fait pas son traitement, ou s'il ne le fait pas bien, ou s'il ne voit pas bien, tu es d'accord, on est d'accord, on revient sur les techniques d'injection et les risques d'erreur. Je ne suis pas revenue sur ça parce que c'est vraiment les cycles, et tu as tout à fait raison, Dr Ben Saïd, on doit revoir avec eux les modalités et si jamais ils font réellement aussi ces injections. Donc, oui. Aussi, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on ne penserait pas au phénomène de l'aube? Alors, qui veut répondre? Alors, tant que ta glycémie au coucher est plus basse que ta glycémie au réveil, tu es en droit de demander à augmenter la basale. Maintenant, lorsque tu augmentes ta basale, si tu vois que la glycémie au réveil, elle ne bouge pas, elle reste élevée, à ce moment-là, tu vas te dire, attention, je vais quand même réveiller ce malade. On n'aime pas réveiller les malades. On n'aime pas, on va dire au malade, réveille-toi à 3h ou à 5h du matin, c'est pas agréable. Bon, maintenant, il y a le fajr, qui est à la bonne heure, entre guillemets. Donc, on peut leur demander. Mais globalement, on ne va pas réveiller les malades à chaque fois, d'où l'intérêt, justement, de faire cette glycémie au coucher. Et ensuite, si tu n'as aucune action sur la glycémie le matin, tu vas penser au phénomène de l'aube. Dernier cycle, comme ça on sera dans les temps, parce que je vois qu'on est en train de stresser à ma gauche là. Que voulez-vous lorsque vous avez des insulines pré-mélangées? Alors j'en ai 2, matin et soir. Je ne suis pas riche. Moi je ne suis pas riche. Hein. Et en plus, même si j'étais riche, à quoi va me servir au départ ma postprandiale? Vous titrez les pré-mélangés sur quelle glycémie? Avant les repas. La postprandiale, c'est quand tu voudras affiner, quand tu seras presque arrivé à ton objectif et que toi, tu veux être comme toi tu veux, nec plus ultra. D'accord? Donc, voilà mes glycémies. Je vous ai déjà entouré ce qu'il fallait voir, mais bon. Alors, on a avant le petit déjeuner et je voulais avant le dîner. Et globalement, même quand j'ai des patients sous 2 pré-mélangés, j'aime bien demander celle du midi aussi. Pour être honnête, ce n'est pas dans les recos, je le fais quand même. Alors, je voudrais vos questions et votre conduite à tenir sur ça. Alors, on n'est pas très loin de l'objectif, finalement, le matin, pas très loin. Mais à midi, on n'a pas beaucoup augmenté, on va dire c'est supportable, comme c'est tolérable. Avant dîner, c'est augmenté. Alors pourquoi est-ce que je conseille quand même sous 2 insulines pré-mélangées chez nous, de faire aussi celle du déjeuner? C'est parce que on a souvent soit des goûters, c'est vrai, soit des patients qui nécessitent une 3e injection. Donc, je me dis, pour faire plus vite, pour ne pas faire 3 contrôles, d'en faire juste 1 ou 2, eh bien, je vais quand même demander celle du midi à ces patients-là. Donc ici, on a très certainement les glycémies postprandiales de l'après-midi qui vont s'élever et qui vont être en cause dans l'hyperglycémie du dîner. Ou bien, c'était le mélinda. On a 2 possibilités. Il n'y a que l'interrogatoire qui va faire que je vais le savoir. Parce que là, jusqu'ici, je n'ai pas fait les postprandiales. Parce que je suis d'accord, les postprandiales sont intéressantes.
Si je l'avais eu ici, j'aurais même pas besoin de demander si elle a fait Merinda ou pas Merinda. Si c'était dans les 3 heures après le déjeuner, ben c'était le déjeuner qui était en cause. Si c'était les 3 heures qui étaient correctes, mais ensuite ça augmente, c'est qu'il y avait une collation derrière. Hein, je suppose que comme moi, vos malades, ils vous disent ils m'amènent le cycle et ils sont impressionnés. Surtout ici, ils ont peur des sorcières, etc. Ça me fait rire. Je leur dis, écoutez, moi, vos glycémies me disent comment vous vivez. C'est tout. Donc, quand on a 7 points, c'est drôle parce qu'on sait exactement ce qu'ils font. Quand ils mangent trop, quand ils ne mangent pas, quand ils font de l'activité, quand ils ne font pas, c'est vraiment des mathématiques. Et du coup, ici, que allez-vous faire? Alors, vous justifiez. Oui. Ah oui, le risque, c'est que la nuit, il y a quelque chose qui se passe. Bravo. Si jamais je démarre entre 1,7 et 2 grammes pendant la nuit et que le lendemain, je suis autour de 1 gramme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Mais je risque un jour de faire une hypo. Mais bien sûr, c'est qu'il y a un problème de proportion entre... Alors moi, je te fais travailler avec des trucs compliqués. Je te ramène ce qu'on m'a ramené et comment on a géré. Et il faut que tu me justifies qu'est-ce que tu fais. Donc je suis d'accord avec l'idée que, oui, la prémixée du soir, elle est trop élevée. C'est trop, ça baisse trop. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas la postprandiale, si c'est la postprandiale qui descend ou si c'est après. Pour l'instant, je ne sais pas. Maintenant, comment je vais faire pour gérer? Donc, première bonne réponse, on diminue la prémix du soir, clairement. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Quelqu'un m'a dit de la rapide à midi. D'accord. La rapide à midi, ça va vous faire quoi? C'est possible. Ça va vous permettre de corriger après le déjeuner et donc d'arriver au dîner correct. Je vais mettre par exemple combien d'unités de rapide? Dites-moi. 4 unités de rapide et juste après je fais quoi? Ça y est, non, mais il n'est pas encore reparti chez lui. Baqi andi en consultation. J'ai une autre chose à lui dire pour éviter les hypos. Le matin, lorsque vous rajoutez de l'insuline le midi, commencez par retrancher ce que vous avez rajouté le midi le matin. Même si vous revenez derrière, vous allez retrancher pour éviter les hypoglycémies. Donc là, vous m'avez dit, le midi, rapide. Il n'y a pas une autre alternative plus facile? J'entends glinide, oui, potentiellement. Maintenant, comme si je suis sous prémix, je rajouterai une prémix le midi. Alors, tu vas finalement arriver à peu près à cette proportion. Mais au départ, je vais mettre simplement 2-4 unités, je ne mets pas grand-chose. Et je vais retrancher celle du matin. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Attention, c'est très certainement des glycémies postprandiales de l'après-midi qui s'élèvent, puisque mon patient ne prend pas de Merinda, c'est à l'interrogatoire. Donc, je décide de rajouter une prémix. Pourquoi j'ai décidé de rajouter une prémix? C'est parce que, oui, ça augmente entre le midi et le soir, mais ça n'augmente pas d'1,5 gramme ou plus d'1 gramme. Donc, très probablement que mon delta glycémique n'est pas très important. Pour permettre plus de facilité à mon malade, je sais que vous n'êtes pas des fans des prémix. Alors, 3 injections, ça doit être le stress chez beaucoup de personnes. Mais 3 injections de prémix avec le même stylo peuvent être confortables pour le malade qui ne va pas avoir à choisir les stylos. Ici, vous tous, vous avez eu un jour un malade qui vous a dit « Nsit, il y a toujours ce problème-là. Donc, attention, 3 injections de la même insuline restent très confortables pour les malades. Ce qu'il fallait faire ici, c'est, comme a dit notre ami, baisser d'emblée la prémixée du soir, et puis rajouter 2 à 4 unités. Je choisirais plutôt une prémix dans ces cas-là. Vous n'aurez pas tort de mettre une rapide, mais ça va complexifier. Vous allez mettre 3, 4, 5 unités peut-être, et vous allez complexifier la situation pour votre malade. En plus, il ne va pas être content parce qu'il va jeter un stylo rempli. Alors, c'est de la pratique. Le stylo se jette au bout d'1 mois. Il y a 300 unités dedans.
Si vous mettez moins de 10 unités par jour, ce qui est le cas dans ces cas-là, eh bien, il va jeter un stylo au moins à moitié rempli. C'est quelque chose d'important, surtout qu'il n'est pas remboursé sur ce stylo-là. La CNOPS ne comprend pas les péremptions. Donc, je vais rajouter 2 A4 et diminuer ma pré-mélangée du matin. Pour terminer dans les temps, c'est ma dernière slide, je vais prendre encore des questions. Juste quelque chose de très important, s'il vous plaît. N'oubliez pas que beaucoup de nos malades aujourd'hui peuvent se permettre de l'autosurveillance glycémique. Il faut peser les indications et il faut mesurer. Elle nous fait un petit coucou. Il faut mesurer et regarder à quel moment est-ce que vous allez faire des glycémies. Si le patient vous rapporte des glycémies, il faut que vous puissiez vous dire à quoi elle me sert. Si la réponse c'est « je ne sais pas », eh bien, il ne faut plus la demander. Il faut absolument justifier la glycémie. Ensuite, une fois que vous l'avez justifiée, des fois, c'est juste l'interrogatoire qui va vous faire pencher vers un traitement ou vers un autre et pour la titration. Maintenant, l'interrogatoire, il est rigoureux, il est orienté par rapport à ces glycémies. Et 7 points par jour n'est pas du tout pratique. Ce qui est important, c'est d'avoir ce beau tableau de bord, de savoir où on va. Mais pour savoir où on va, il faut que vous puissiez utiliser, enfin prescrire des choses que vous allez utiliser. Et je vous encourage encore une fois à aller regarder les glucomètres connectés. On est très connectés en ce moment, on va bientôt être très connectés par beaucoup de choses. Vous aurez cette possibilité bientôt. Lui se connecte à l'ambiance, il sait qu'on a terminé, donc il descend à chaque fois. Il est connecté même avec l'horaire. C'est intéressant. Et je vous remercie. Je vais prendre encore les questions que si les présidents et la présidente me l'autorisent. On n'entend pas. 2 questions. Allez-y, sinon je vais répéter, comme ça on fait vite. Syndrome hypoglycémique. Quand on a un syndrome hypoglycémique que le malade rapporte, est-ce qu'on suit la clinique ou bien on suit le chiffre? Très bonne question. Alors, c'est intéressant d'avoir l'appareil de glycémie capillaire à ce moment-là, parce qu'on va définir l'hypoglycémie à moins de 0,7 de toute façon, mais si le patient a déjà les signes neuroglucopéniques et neurovégétatifs, même avec des glycémies à 0,8 ou 0,9, eh bien oui, il doit se resucrer. Alors, je vais vous dire autre chose, il ne va même pas vous écouter, parce que lui, à ce moment-là, il va se resucrer quoi qu'il arrive. Il faut juste comprendre que quand on est très déséquilibré pendant longtemps, eh bien, on va ressentir l'hypoglycémie à des glycémies un peu plus élevées. Donc, on va modifier le traitement selon oui, ce que rapporte le patient. de façon très transitoire. Le temps que le patient ne soit plus à 15%, qui descende ne serait-ce qu'en dessous de 10% d'hémoglobine glyquée, ou 9%, il reviendra à des sensations tout à fait normales. Il faut surtout le croire, parce que c'est souvent des malades qui nous disent « Maratseiknish, un indigramme, kouli ken vibri. Haka ken vibri. Ajina ken seikak. » Il y avait une dame ici qui voulait poser une question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'on fait 3 injections de prémix humaine? À l'hôpital Avicenne, on le fait parce qu'on y est habitué, mais je ne vous aurais pas encouragé à le faire. Il y a vraiment beaucoup de calculs à faire. Vous mettez une rapide pour les prémix humaines. Mais à l'hôpital Avicenne, on le fait. Oui. Dernière, sinon... Oui. Même s'il y a encore la... Ah oui, l'insuline n'est plus du tout efficace de la même façon au bout d'1 mois. Au bout de 6 semaines pour certaines insulines de dernière génération, mais c'est au bout d'1 mois, on doit jeter les stylos, jeter les flacons. C'est écrit, vous regardez les mentions légales, vous allez le trouver quelque part. C'est important. Merci beaucoup en tout cas, merci pour avoir été là.